Bonjour chers étudiantes, bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, on parle d'un sujet compliqué. L'étude. Alors, pour ce faire, cette vidéo sera en 3 temps. Dans un premier, on va étudier ensemble quelles sont les exigences du professeur et comment on peut les décortiquer et les traduire. Dans un deuxième temps, je vais t'expliquer en fait ce que c'est qu'étudier et quelques méthodes pour le faire de façon très correcte. Et dans un troisième temps, je te proposerai des solutions pour te mettre au travail parce que je sais que certains étudiants ont du mal tout simplement à commencer. Prêt? Alors, allons-y! Alors, comme promis, premier temps de cette vidéo sur les exigences du professeur. Alors, comme je dis toujours, dans la vie, il faut être stratégique. Ça veut donc dire que tu peux travailler pendant 400 000 heures sur un cours. Si t'as pas compris à quelle sauce allait être mangé, eh bien, tu vas te faire décortiquer l'âme sans aucune forme de pitié. Et en fait, tout le travail que tu auras accompli n'aura servi à rien. Ça veut dire que si tu étudies pendant 400 000 heures un cours ou que tu relis ton cours ou même que tu fais des recherches supplémentaires et qu'en fait le travail que tu fournis n'aura aucun intérêt pour le professeur, ça veut dire qu'il n'aura aucun intérêt pour l'examen et ça veut donc dire que c'est du temps perdu. Comme je te l'ai dit, le temps, on n'en a pas, donc essayons de voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour le maximiser. Premier élément, il te faut comprendre qu'une question d'examen n'est pas l'autre et qu'en fait, tu dois étudier ton cours en fonction des questions que va poser le prof. En effet, s'il te demande par exemple des questions de définition, donc parlons-en, explique-moi ce qu'est que le nazisme, comme ça on atteint le point Goldwyn tout de suite, eh bien ça veut simplement dire que tu dois aller dans ton cours, et que vu que c'est une définition, le prof attend de toi que tu sois capable de restituer, globalement dans les mots du prof, et pas dans les tiens, un concept, la définition de ce concept, tel que vous l'avez vu. Deuxième exemple, par contre si on est dans une question plutôt de synthèse, la question pourrait être « En quoi le nazisme a marqué la première moitié du XXe siècle ?» Alors tu me diras « Oui, si tu veux être très précis, c'est pas exactement la première moitié, mais bref, pour l'exemple, imaginons, tu verras donc que tu dois en fait ouvrir plein de tiroirs, parce qu'il y aura certes peut-être le chapitre sur le nazisme ou les mouvements politiques de la première moitié du XXe siècle, mais en fait, tu vas devoir aussi voir les conséquences de ce nazisme, donc le chapitre après, et aussi les causes de ce phénomène, donc le chapitre avant. Troisième type de question, c'est ce qu'on appelle les questions ouvertes, où la réponse ne se trouve pas telle qu'elle dans le cours. Tu dois en fait faire un peu comme un trampoline, tu dois sauter dans le cours grâce à ton étude, et puis rebondir grâce à ton cerveau et à ton raisonnement. Et donc, ça veut donc dire, ça va être par exemple, selon toi, en quoi le nazisme a marqué l'histoire du monde. Il va donc falloir que tu utilises d'une part des éléments qui se trouvent dans ton cours, que tu ne peux pas inventer, mais d'autre part que tu les mettes en symphonie avec ta propre imagination, ton propre raisonnement, donc une réponse ne vaudra pas l'autre. Et donc la réponse que tu proposeras sera probablement différente de celle que proposera ton voisin, et vous aurez peut-être tous les deux très bons. Quatrième type d'exemple, c'est ce qu'on appelle plutôt des questions de commentaires. On te donne par exemple un tableau et on te dit en quoi ce tableau est représentatif d'un mouvement artistique du 19e siècle. Et donc tu dois simplement, d'une part, dire par exemple, il y a un jeu sur les clairs-obscurs, et donc tu expliques c'est quoi le clair-obscur, et tu dis, bah voilà, je le vois dans ce tableau de Caravage par exemple. Tu comprends donc que l'étude de ton cours se fera en fonction des questions que pose le prof, et en général, il donne quelques pistes de questions au début de son cours ou pendant différentes séances. Tu peux aussi évidemment trouver des listes de questions des années précédentes sur des sources paralégales qu'on n'évoque pas ici. Je t'invite donc évidemment à noter quand le professeur donne un exemple de question, parce que tu vas dire ou bien c'est pas utile, ou tu penseras que tu t'en rappelleras jusqu'au blocus, mais en fait non. Donc note bien quand un prof donne un exemple de question, c'est un conseil d'ami. Alors, autre conseil, il faut pratiquer ce que j'appelle donc l'étude stratégique. Si le prof dit au début de son cours que pour lui, les dates de naissance et de mort d'une personnalité ne sont pas importantes, ça ne sert à rien de les étudier. Tu n'auras pas plus de points si tu donnes cette information sur ta copie. Ce qu'il faut donc dire, c'est qu'il faut être capable de comprendre les exigences du professeur, de cerner la façon la plus adéquate pour étudier la matière, et donc tout simplement d'étudier en profondeur. Mais ça veut dire quoi étudier en profondeur?
c'est ce qu'on va voir maintenant. Les scientifiques qui travaillent sur la mémoire et la façon dont on se rappelle d'un élément, ce qui est évidemment très intéressant quand on veut savoir comment étudier, ont produit ce qu'ils ont appelé la courbe de la mémoire qui s'affiche au-dessus de moi. Alors, retiens bien là, imprègne-toi de ces nuances et de ces subtilités parce que je ne vais pas rester penché comme ça toute la vidéo. C'est bon. Alors, tu as vu qu'il y avait 3 courbes. Premier élément, tu as probablement vu que la courbe ne démarre pas, la première, à 0%. Parce qu'on part du principe que tu as été en cours. Et que vu que tu as été en cours, tu as déjà acquis, disons, un tiers, oui, 30% de la matière. Et puis, tu as vu que cette première courbe augmentait, montait, parce que simplement, tu as peut-être retravaillé tes notes, relu ton cours, ou que sais-je. Tu es donc arrivé à 50% de la matière. Pour te rappeler un peu à quoi ressemble cette courbe, elle s'affiche ici. Alors, comme je t'ai dit, c'est une courbe, c'est pas une droite, donc malheureusement, tu vois qu'elle redescend. Ça, c'est simplement parce que le cerveau, pour se rappeler, a besoin d'oublier. Donc après ta relecture, la courbe est redescendue, et puis quand tu étudieras pour une deuxième fois, ou que tu reliras ton cours, bref, quand tu l'ouvriras pour une deuxième fois, non seulement ta mémoire réactivera les savoirs que tu penses avoir oubliés, ça ira donc plus vite, mais en plus, elle accrochera au passage plus d'éléments. Tu étudieras donc plus vite et mieux. Donc tu te rappelleras de plus d'éléments. La deuxième courbe s'affiche ici. Tu vois malheureusement que cette deuxième courbe, elle plafonne à environ 75%. Parce qu'en général, il faut partir du principe qu'il va falloir retravailler ton cours 3 fois pour parvenir à des connaissances qui se situent entre 75 et 100%. 100%, on n'y arrive jamais. Qu'est-ce que ça veut dire toute cette histoire? Ça veut dire que, d'une part, tu dois étudier ton cours plusieurs fois, mais ça veut aussi dire, deuxième chose, que tu ne dois pas partir du principe qu'après une étude, tu es censé avoir tout retenu. Parce que c'est simplement pas possible. À nouveau, rappelle-toi cette courbe. On arrive d'abord à 50%, puis à 75%, et puis seulement on se situe entre 75 et 100%. Ça veut donc dire que tu as le droit de te dire « Ok, pour cette première étude ou pour cette relecture, le nom de ce personnage compliqué, je le mets de côté, j'y reviendrai après. Les dates, je mets de côté, j'y reviendrai après. Ah, il y a 5 caractéristiques à ce tableau, j'arrive à en retenir que 3. À nouveau, c'est pas grave, on déstresse, parce que tu vas y revenir après. » Donc, l'objectif, c'est que tu te rendes compte qu'il faut t'y mettre assez tôt, mais aussi sans trop de pression. On n'attend pas de toi que tu sois capable d'étudier ton cours à 100% d'un coup. Quelques petits conseils sur l'étude. D'abord, une fois que tu as étudié ton cours une ou deux fois, il faut être capable de le réciter. Et si tu veux être certain de l'avoir bien maîtrisé, moi je t'invite à le réciter dans le désordre. Tu commences par le chapitre 3, puis le chapitre 7, puis le chapitre 1, puis le chapitre 5. Bref, ça te forcera à voyager dans le cours d'une façon complètement brinque-ballée d'un côté à l'autre. Alors ça va peut-être être difficile, mais dis-toi qu'en fait, le prof, c'est exactement comme ça qu'il veut que tu sois capable de travailler et de restituer son cours. Il te posera peut-être une question de synthèse qui te fera commencer dans le chapitre 3, passer par le chapitre 7, finir dans le chapitre 1. Donc si tu te prépares à ça avant l'examen, forcément, tu seras plus habilité à réussir celui-ci. Au cours de ton étude, tu auras peut-être besoin de créer un support. Je te renvoie ici vers la deuxième vidéo de Fial for Success. Un support, par exemple, tiens, il y a ici vraiment beaucoup de personnages qui s'enchaînent, j'arrive pas à retenir leur succession, ben c'est pas grave. Tu te fais une feuille sur le côté, dans laquelle tu notes personnage 1, personnage 2, personnage 3. Tu verras qu'en faisant ce support, tu arriveras à imprégner ça dans ta tête beaucoup plus facilement. Autre conseil, je pars du principe que bien qu'on soit en philosophie, art et lettres, il ne faut pas véritablement étudier par cœur. Parce que ce qui se cache derrière la formule par cœur, c'est dire sans comprendre. Et malheureusement, si tu n'as pas compris ce que tu étudies, le prof le verra tout de suite. Pars donc du principe que tu dois transformer la matière en une sorte de plasticine ou en un catcheur, que tu dois travailler au corps, et parvenir à trouver une façon de t'expliquer le contenu, de retravailler ce contenu, de le synthétiser, de le reformuler, bref, vraiment d'en faire quelque chose, de sculpter un vase grec, si tu veux, enfin bref, ce que tu veux, grâce à la matière première que le prof t'a donnée. Dernier élément, pour étudier, il faut donc avoir un bon cours. À nouveau, renvoie placement de produit vers la deuxième vidéo. Ce bon cours,
L'idéal, c'est qu'il soit structuré autour d'idées forces, d'idées clés. Comme ça, tu te diras simplement, tiens, les monastères au Moyen-Âge, je me rappelle que ma page a été faite de 5 paragraphes. Chaque paragraphe est construit autour d'une idée. Donc c'est pas grave si je ne sais pas citer les idées tout de suite, ça va arriver. Ah oui, il y avait d'abord à quoi ça ressemble d'un point de vue architectural. Ah oui, et puis l'organisation politique au sein de ce monastère. Ah oui, les différents types de monastères. Ah oui, comment est-ce qu'ils influençaient et s'inscrivaient dans le climat social de l'époque. Bref, ce faisant, tu seras normalement capable de restituer ton cours et de te l'expliquer, de le structurer, simplement parce que le matériel de base, ton cours, a été bien construit. Comme tu le vois, étudier, c'est donc une tâche active. Comme je le dis chaque fois, tu ne dois pas attendre qu'il y ait un téléchargement ou une transfiguration qui se passe de ton cours vers ton cerveau. Tu vas vraiment travailler ton cours et lui donner du sens. Et d'ailleurs, si tu le fais, tu te rendras compte très rapidement que ta mémoire a beaucoup mieux fonctionné que si tu avais simplement lu et bloqué par cœur une série de concepts ou une série d'auteurs. Du coup, tu dois t'y prendre à l'avance, sans pression, parce que pour l'instant, normalement, si tu regardes cette vidéo à l'avance, tu as le temps. Comme tu l'as remarqué aussi, et comme je ne cesse de le répéter, étudier, ça demande aussi une préparation. Tu dois donc avoir un bon cours, avoir un bon cadre d'études et une bonne mentalité. Si tu te dis simplement, ok, mon cours a été fait, je suis dans un endroit où je ne vais pas me faire déranger, et je vais y arriver, tu verras qu'en fait, il n'y a rien de compliqué là-dedans, du tout. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont arrivées avant toi, probablement des millions qui vont arriver après, parce que oui, les profs en général durent longtemps à l'université, peut-être que j'exagère sur des millions, mais bon, ils ne le sauront pas. Et donc tout ça pour te dire, en fait, t'es pas plus idiot qu'un autre, et donc tu peux tout à fait y arriver, il faut juste être prêt, avoir un bon cadre et un bon mental. Tu dois aussi te poser une question qui est de savoir comment fonctionne ta mémoire. Alors tu sais qu'on parle de mémoire scripturale, auditive, kinesthésique, bref, il y a plein de types de mémoire. Alors c'est clair que tu dois savoir comment fonctionne la tienne. Par exemple, moi j'adore étudier en parlant et en marchant. Bon, donc j'étais absolument invivable pour ma famille et mes amis et mes cocoteurs, mais je sais que c'est comme ça que ça marche. Donc j'ai dû trouver un cadre d'études approprié. Donc ça, c'est la première catégorie. Comment fonctionne ma mémoire? Qu'est-ce que je me rappelle? De quoi est-ce que je me rappelle? Est-ce que ce sont vraiment les inscriptions, un schéma qui s'articule devant moi? Est-ce que c'est la tonalité de la voix d'un professeur? Est-ce que c'est le fait de voir le savoir s'écrire sous mes yeux? Ou est-ce les gestes que pratique la personne, ou même moi-même, pour m'approprier la matière? Donc ça, c'est la première question que tu dois te poser sur toi-même. On est vraiment dans une remise en question fondamentale et profonde. On cherche le sens profond de la vie, l'existentialisme, tout ça, tout ça. Non, en fait, tu as bien compris que je te demande juste de savoir comment tu fonctionnes, et en général, tu te rends compte assez vite. Deuxième question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es globaliste ou sérialiste? Alors, tout un programme, je t'expliquais de ça tout de suite. Si tu es globaliste, ça veut dire que pour bien comprendre comment fonctionne un cours, c'est-à-dire que tu dois avoir ce qu'on appelle une vue holistique. Ça veut donc simplement dire que tu dois être capable de voir globalement, de loin, comment s'articule tout le cours. Ça veut dire que par exemple, tu as besoin de savoir comment sont structurés les différents chapitres du cours. Est-ce qu'on est dans un cours qui fonctionne sur une base thématique, sur une base chronologique ou sur une base par exemple géographique? Est-ce que vous allez voir la littérature européenne dans l'ordre chronologique? Est-ce que vous allez voir thème par thème, donc romantisme, impressionnisme, j'espère qu'il y a un roman impressionniste, j'imagine que oui, ou géographique, donc est-ce qu'on va voir la littérature anglaise, et puis la littérature allemande, et puis la littérature française, bref. Si tu as besoin de savoir comment fonctionne ce cours, et besoin d'avoir par exemple un résumé des chapitres, avant véritablement de les étudier, tu es globaliste. Ça veut dire en gros que tu pars du haut vers le bas, la technique de l'entonnoir. Au contraire, si tu es sérialiste, c'est plutôt un entonnoir, mais mis vers le bas. Tu dois vraiment partir du contenu très précis, donc tu vas d'abord étudier ton cours une fois entière, pour être capable de voir comment il s'articule en général. Normalement, la façon dont je t'ai présenté les deux éléments, ces deux types, tu dois tout de suite voir dans quelle catégorie tu te ranges. Est-ce que tu as besoin d'avoir une idée d'ensemble pour voir le particulier, ou est-ce que c'est de par le particulier, un peu comme une mosaïque, que tu vas être capable d'avoir une vue d'ensemble? En fait, ça te permet simplement de savoir par où commencer dans ton étude. Est-ce qu'il faut commencer par la page 1 ou par la table des matières? Continuons maintenant avec 5 conseils très pratiques
pour étudier correctement. C'est parti. Alors, primo, tu dois être capable d'étudier ton cours par plusieurs couches, comme je te l'ai dit. Vu que pour que l'étude fonctionne bien, tu dois repasser sur ton cours plusieurs fois, tu dois, de façon très décomplexée, te dire « Ok, dans un premier temps, je vais étudier ce phénomène, imaginons le romantisme en littérature, je vais être capable de l'expliquer, de le situer dans le temps et dans l'espace, et de dire à la grosse louche une ou deux caractéristiques. » Donc c'est pas grave si t'es pas capable, à ta première étude, de restituer les 10 caractéristiques ou de citer tous les auteurs qui en sont symptomatiques. Non. Tu es simplement capable d'expliquer dans les grandes lignes en te disant c'est une base large, peu sophistiquée, mais c'est là-dessus que je construirai les autres étapes de mon étude. Deuxième conseil, il faut réactiver. C'est pour ça qu'en général, je conseille aux étudiants, en tout cas dont il y a un cours pour lequel ils ont vraiment du mal, de réactiver le contenu du cours, c'est-à-dire de le relire, tout simplement. Parce que si tu as étudié ton cours une fois, tu te rendras bien vite compte, parce que le cerveau fonctionne sur un mécanisme de mémoire et d'oubli, eh bien tu te rendras bien vite compte que si tu n'as pas relu ton cours régulièrement, tu auras oublié. Alors, oublier ne veut pas dire recommencer à zéro, ça veut simplement dire qu'il va falloir faire un effort de réactivation du savoir. Tu te rappelles, c'est la courbe qui descend pour mieux remonter. Troisième élément, c'est l'importance du cadre d'étude. Si tu étudies dans le bus, l'étude ne sera pas aussi efficace que si tu étudies dans un monastère, évidemment. À ce niveau, il y a un conseil qui s'applique à la plupart des personnes, mais peut-être que pour toi, jeune spectateur, téléspectateur, je dirais même, ce sera plus compliqué, c'est la musique. Alors, on travaille tous en musique, mais normalement, tu auras remarqué une différence quand tu écoutes de la musique avec des paroles. Parce que, en réalité, quand on étudie, quand on réfléchit, on a une petite voix qui parle dans notre tête. Alors j'espère que c'est ton cas, sinon je vais me prendre pour un fou. Mais normalement, quand tu étudies, tu t'expliques des choses, quand tu es concentré, donc il y a une petite voix dans ta tête. Et si tu écoutes du gros rap d'Eminem, par exemple, ben alors ça peut être excellent, mais il va y avoir un carambolage entre Eminem et la petite voix dans ta tête. Et donc, ce carambolage, alors c'est pas dramatique, mais il peut engendrer une déconcentration. C'est pour ça qu'il existe sur YouTube des milliards de vidéos d'ambiance. Par exemple, c'est 10 heures de musique à la Harry Potter, 10 heures de musique à la Game of Thrones, bref, 10 heures de musique à la Star Wars. Enfin bref, c'est toi qui choisis en fonction de ce qui te plaît, mais là, ça veut simplement dire tu auras un fond sonore, légèrement musical, mais pas assez que pour te distraire, mais qui peut quand même te permettre de t'isoler et donc de te créer une bulle de concentration dans laquelle il n'y aura personne pour venir troubler la petite voix dans ta tête. Alors, quatrième élément, étudier, ça s'organise. Pourquoi ? D'abord, parce qu'on a un rendement intellectuel qui dépend d'une personne à l'autre. Moi, par exemple, je ne suis absolument pas rentable le matin. Je ne fais rien le matin, parce que je sais qu'alors je vais devoir recommencer. Par contre, je suis capable de travailler jusque très tard, à condition que le lendemain, je me lève tard. Tout ça pour te dire, tu dois être capable de voir comment fonctionne ton cerveau. Si tu manges une belle raclette à midi, tu peux être sûr que tout ton après-midi, tu ne vas pas être productif. Eh bien en fait, ce mécanisme fonctionne également pour l'étude et pour la mémorisation. Organiser son étude, ça veut aussi dire, c'est la fameuse technique du salami, du saucisson qu'on découpe en petits morceaux. Ça veut aussi dire que même si tu as un cours de 1553 pages à étudier, eh bien tu n'y arriveras que page par page. Donc on arrête un peu cette fixation du nombre de pages à étudier. En fait, oui, c'est vrai que tu peux dire à midi, à Noël ou dans un repas de gala, oui, j'ai 1500 pages à étudier, mais sur le fond, l'intérêt est relativement limité de le savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, certes, mais comment vas-tu étudier ces 1500 pages ? Et donc, ce sera page par page, petit bout par petit bout. Et donc, je pars du principe, moi, que tu prends une page, tu essayes de la retenir, de te l'expliquer, de la restituer, et puis tu fais une mini pause d'1 ou 2 minutes pendant laquelle tu fais les poussières sur ta fenêtre ou je sais pas quoi, mais où tu débranches un petit peu ton cerveau de ton cours. Alors ne le rebranche pas sur la série Netflix ou sur un roman vraiment très prenant parce qu'alors tu n'arriveras pas à te reconcentrer. Tu fais vraiment un truc où, je sais pas, tu retires une mauvaise herbe qu'il y a dans ton jardin, aucune idée, et puis tu reviens et tu dis, ok, qu'est-ce que j'ai étudié de cette page ? Ah, et si c'est plus de 50%, c'est pas grave, c'est pas 90%, c'est plus de 50%, tu tournes et tu te dis « Ok, j'y reviendrai après ». Alors, dernier conseil à ce niveau-là, c'est évidemment le fait de développer tous des trucs mémotechniques
qui fonctionne pour toi. Hein. Si, je sais pas moi, si il y a un élément qui a 3 facettes, tu peux dire, ah oui, ce concept, c'est le concept triangle, par exemple, parce qu'il y a 3 éléments. Si un événement te fait vraiment penser à un film, tu peux dire, ah oui, ça c'est comme dans ce film, la prise d'otage de Téhéran, c'est Argo, par exemple. Bref, trouve-toi des techniques, des références qui fonctionnent pour toi, parce que tu verras que ça, en général, tu ne les oublieras pas. Surtout, dernier conseil sur lequel j'insiste, no stress. On n'est pas ici en train de jouer notre vie, c'est un cours, c'est important, mais en soi, tu peux y arriver. Si tu stresses et que tu n'es pas en confiance, ton cerveau n'aura pas un rendement positif, et donc ça ne sert presque à rien d'essayer. Vaut mieux se dire, prendre le temps de souffler, de se calmer, de travailler la respiration, tous les trucs de pleine conscience, ou faire du yoga s'il faut, mais pour réussir à un peu se maîtriser, calmer la voix intérieure et se dire « Ok, maintenant je peux me concentrer sur ce que j'ai à faire ». C'est peut-être le conseil le plus important, donc retiens-le celui-là. Troisième partie de cette vidéo, c'est aussi la dernière, rassure-toi, c'est bientôt fini, les stratégies de mise au travail. Donc en gros, certes, j'ai tout ça à faire, mais comment est-ce que je m'y mets? Allons-y. Premier élément, il faut réfléchir à tes objectifs. Alors quand je dis objectifs, c'est pas à trop long terme, donc les plans de domination mondiale, on les met légèrement de côté parce que c'est une échéance assez longue. Ça peut être des trucs très pragmatiques. Si je me mets au boulot 2 heures aujourd'hui, je regarde un film au soir, ou je vais boire un verre avec des amis. Si j'ai réussi tous mes examens en janvier, je m'offre une belle semaine de vacances pour la semaine blanche. Si j'ai réussi tous mes cours de bac en première session, j'aurai 3 mois de vacances pendant lesquels je pourrais faire plein de trucs et même avoir le temps de m'ennuyer. Si je suis diplômé d'interprète, par exemple, ou de langue moderne, j'aurai vraiment des ressources sur mon CV qui seront tellement riches que je pourrai en fait faire presque ce que je veux de ma vie. Bref, tu vois, il faut vraiment arriver à se dire, ok, quels sont mes objectifs? Et de par ces objectifs, donner du sens à ce que tu es en train de faire. Alors, si tu as envie d'être interprète et d'avoir plein de langues, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de te mettre au travail pour un cours de sciences religieuses, je suis d'accord, mais dis-toi aussi que l'objectif, ça peut être très simplement et très banalement de réussir le cours. Hein, c'est pas l'objectif le plus sophistiqué, mais il faudra quand même passer par là. Donc, à nouveau, on se dit, ok, quel est mon objectif? C'est aussi ce que j'appelle comprendre l'effort consenti. Tu peux te dire, le cours, je ne vais pas citer de cours pour ne pas me mettre à dos certains professeurs, mais ce cours est directement moins lié à ma formation. Il me paraît donc normal que tu y consentes moins d'efforts. Mais alors, ça ne veut pas dire qu'au lieu de travailler à 100% sur ce cours, tu vas commencer à regarder Squid Games ou une autre série Netflix. Non, ça veut simplement dire tu mets tes objectifs et ta puissance cérébrale, n'est-ce pas, sur un autre dossier, un autre cours. Ce que je veux te dire, c'est que, en tout cas, si tu n'arrives pas du tout à te mettre au travail, là, il faut questionner la motivation. Et cette motivation, tu dois te poser 3 questions. Est-ce qu'elle est liée au professeur? Certains professeurs, voilà, il y a des affinités personnelles qui font qu'on a moins envie de travailler les cours de certains profs que d'autres. Est-ce qu'elle est plutôt liée au cours? Est-ce qu'elle est plutôt liée à ma personne? Ma personne, c'est aussi mon affinité avec ce que je fais, ou le climat. Si tu as eu le climat social et familial, hein, évidemment. Si tu as eu vraiment une catastrophe familiale pendant le blocus, il ne faut pas commencer à chercher midi à 14 heures. C'est normal de ne pas réussir à se mettre au travail, et même d'une certaine manière, il faut d'abord se réparer soi-même avant de commencer à travailler ses cours. D'ailleurs, ça me permet de te rappeler que pour toutes ces questions, en FIAL, on ne te laisse pas seul, on est vraiment là pour t'aider, ou en tout cas t'accompagner, pour vraiment cheminer, parce qu'on sait qu'en tout cas c'est compliqué. 4 derniers conseils pour te mettre au travail correctement. 1. On éteint les tentations. Les tentations qui se trouvent dans notre poche, on les met dans une autre pièce, où on installe des applications qui t'invitent à ne pas ouvrir ton téléphone, sinon tu tues des arbres, ou toute une série de petits jeux ainsi. Donc vraiment, on éteint les tentations, parce que quand on bosse, on bosse. Deuxième élément, c'est un peu le mot-clé normalement des études, il faut être capable de prendre du plaisir à ce que tu fais. Deuxième conseil, il faut être capable toujours de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Prendre du plaisir, peut-être pas sur le moment même, hein, si tu étudies, je vais à nouveau pas citer d'exemple pour ne mettre personne à dos, mais si tu étudies un élément qui te plaît moins, tu peux aussi te dire, je vais être capable de me récompenser après, alors pas en regardant un film de 3h30, mais en trouvant une façon de te rendre service, par exemple, de t'accorder 20 minutes de marche à pied, hein, par exemple, pour vraiment t'oxygéner l'esprit, tu verras que ça te fera beaucoup de bien. Troisième élément,
comme je t'ai dit, étudier, ça se planifie. Il faut savoir ce qu'il y a à faire. Il faut savoir quand tu dois le faire. Il faut savoir comment tu fonctionnes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais comme toujours, c'est aussi quelque chose qui se fait en fait très naturellement. Donc ici, j'ai beaucoup parlé. Mais ce que tu dois simplement retenir, c'est tout ça, en fait, se fait de façon implicite, en arrière-cour, dans les coulisses de ton cerveau. Je t'invite juste, moi, à faire attention à 2-3 éléments si tu te rends compte qu'ils ne fonctionnent pas très bien. Et dernier élément, c'est sur ça qu'on va terminer, la volonté, c'est un biceps. Alors, quand tu vas à la salle soulever de la fonte comme un malade, tu commences pas avec 150 kilos. Ça veut dire qu'on commence pas à étudier 15 heures son cours. On commence d'abord avec 1 kilo. Et en fait, c'est easy. On commence donc à étudier 5 minutes et on se rend compte que c'est super facile. Puis on passe à 10 kilos, on se dit, ouf, il est temps que je m'y mette, hein, il est temps que je retravaille. Donc j'étudie 1 heure, on se rend compte, ok, 1 heure j'y arrive, mais plus j'ai du mal. Et en fait, plus tu vas travailler par petites doses, comme plus tu vas soulever de la fonte, plus tu vas être capable d'en soulever, plus tu vas être capable d'étudier, tout en ayant une limite. Et on ne dépasse pas ces limites. Si tu soulèves 300 kilos, tu te fais une déchirure du bras, c'est un truc atroce, tout qui explose, bref, c'est terrible. Si tu étudies 15 heures ton cours, comme je l'ai dit, ou même si tu commences en travaillant 6 heures non-stop, bah, tu vas très vite te rendre compte que c'est ton cerveau qui va exploser. Et alors, eh ben, tu vas devoir courir derrière, tu ne seras peut-être plus travailler aujourd'hui et voir pendant 1 ou 2 jours, parce qu'en fait, on aura ras-le-bol. Donc, comme toujours, on marche sur ses deux jambes, le travail et l'épanouissement, et tout ira bien. Bonne journée! Continue. Ah oui, là il faut rehausser. Oh! Faut être super proche si tu veux. Continue!